Bonsoir. Vous nous entendez jusqu'au fond? Ah. 1, 2, 3, 4. Des plaques de chocolat, on s'en fout bien, mademoiselle, tout comme des top modèles, avec leur ventre plat. On vous aime gourmande, des cuisses de cannelle, un corps en pâte d'amande et des lèvres de miel. Parce que ah, c'est un peu brut, ah, c'est pas raffiné. Quand on aime le sucre, on aime aussi les cochons stés. Ah, c'est un peu brut, ah, c'est pas raffiné. Quand on aime le sucre, on aime aussi les cochons stés. Celles qui chipotent à table, souvent chipotent au lit. Un détail regrettable pour ceux qui croquent la vie. On vous aime goulu, des seins de cassonade, de jolis fruits charnus, bien ronds comme des grenades. Parce que ah, c'est un peu brut, ah, ce n'est pas raffiné. Quand on aime le sucre, on aime aussi les cochons stés. Ah, c'est un peu brut, ah, ce n'est pas raffiné. Quand on aime le sucre, on aime aussi les cochons stés. Des plaques de chocolat, on s'en fout bien, mademoiselle, tout comme des top modèles, avec leur ventre plat. On vous aime confortable, des fesses de marshmallow, tout en sirop d'érable, depuis le bas jusqu'en haut. Parce que ah, c'est un peu brut, ah, ce n'est pas raffiné. Quand on aime le sucre, on aime aussi les cochons stés. Ah, c'est un peu brut, ah, ce n'est pas raffiné. Quand on aime le sucre, on aime aussi les cochons stés. Celles qui chipotent à table, souvent chipotent au lit. Envoyez donc au diable vos envies de Barbie. On vous aime sans phare, on vous aime naturel, des formes en carambar qui nous rendent caramel. Parce que ah, c'est un peu brut, ah, ce n'est pas raffiné. Quand on aime le sucre, on aime aussi les cochons stés. Ah, c'est un peu brut, ah, ce n'est pas raffiné. Quand on aime le sucre, on aime aussi les cochons stés. Ah, c'est un peu brut, ah, ce n'est pas raffiné. Quand on aime le sucre, on aime aussi les cochons stés. Ah, c'est un peu brut, ah, ce n'est pas raffiné. Quand on aime le sucre, on aime aussi les cochons stés. Ah, c'est un peu brut. Un grand merci aux petits chanteurs à la gueule de bois qui viennent de vous interpréter un des titres de la bande-son de l'exposition en vente à la réception. Alors un chaleureux bienvenue à vous tous, bienvenue aux représentants des autorités communales et cantonales, bienvenue au Muséum d'histoire naturelle pour le vernissage de Manger, la mécanique du ventre. Et je passe la parole à Thomas Facchinetti, conseiller communal, directeur de la culture. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le thème de cette exposition, Manger, la mécanique du ventre, est une expo vraiment magnifique et qui fera date. Je l'ai déjà visitée ce jeudi et ce thème m'incite, comme directeur de la culture, à vous raconter brièvement une petite histoire de pommes. Ce sont deux personnes qui, avant de manger chacun leur pomme, une pomme différente, se rencontrent et comparent leurs pommes respectives. Ils la soupèsent, l'observent, la classifient, et puis finalement, ces deux hommes, eh bien, ils repartent chacun avec une pomme après l'avoir échangée, et ils la croquent.
Eh bien, on pourrait y voir là un jeu à somme nulle. Chacun repart avec une pomme et c'est tout. Et pourtant, que s'est-il passé au niveau des échanges, au niveau de la culture? Eh bien, ces deux personnes repartent non seulement chacun avec une pomme, mais chacun avec au moins deux idées, deux conceptions du monde de la pomme. Ils sont l'un et l'autre enrichis de culture. Mesdames et messieurs, un muséum, c'est bien cela aussi. C'est prolonger la connaissance de la nature, l'inscrire dans un contexte plus large du monde et des sociétés humaines. Cette exposition est évidemment très particulière puisqu'elle marque à la fois le départ de Christophe Dufour et l'arrivée de Ludovic Maggioni. Retracé par le menu 36 années de l'ère Dufour au muséum prendrait bien sûr ici beaucoup trop de temps. Alors, tenons-nous-en à l'essentiel. Sous sa direction, le muséum a acquis une reconnaissance et une renommée internationale. La muséographie mise en place ici a conquis des dizaines de milliers de visiteurs. Oh, avec les décennies passées, on peut même dire clairement des centaines de milliers de visiteurs. Et cette muséographie a marqué, nous le savons bien toutes et tous, l'imaginaire de toute une génération. Cela pourrait suffire à faire le bonheur de n'importe quel conservateur. Mais Christophe Dufour n'en est pas resté là. Ces dernières années d'activité en particulier, ont été dédiées à un autre combat essentiel pour l'avenir de nos musées, la préservation de collections menacées par des conditions de conservation qui deviennent parfois obsolètes. Il a su faire partager cette prise de conscience beaucoup plus largement que dans le cercle des conservateurs et conservatrices, et c'est bien sa marque à lui aussi, car chez lui, la conviction se traduit toujours par le dialogue. Christophe Dufour est unanimement apprécié de ses collègues, de ses collaboratrices et collaborateurs, et en règle générale par tous ceux qui ont la chance de travailler avec lui. Certains disent même avec une pointe d'envie que l'on est obligé de l'aimer. Amour, amour, nous y voici. L'origine de cette expo, une belle histoire de couple autour de la question de sa compagne sur comment les girafes font pour manger. Eh bien, cela m'a fait penser à une petite histoire vécue tout de suite après la guerre du Kosovo. Est venue à Neuchâtel une professeure de l'université de Belgrade expliquer aux étudiants comment faire pour, après la guerre des Balkans, reconstruire un pays fragmenté par toutes sortes de clivages internes. Et puis, voilà, elle expliquait le programme d'action mené de Belgrade au Kosovo, en passant par toutes les républiques qui avaient été mises à feu et à sang. Et puis, elle avait, pour illustrer le mouvement social qu'elle avait lancé, elle avait une girafe au Kosovo, à Belgrade. Et à la fin de son exposé, je lui demande, chère madame, magnifique votre programme, mais pourquoi avoir choisi dans les Balkans la girafe comme symbole de votre action? Et elle me répond, cher monsieur, eh bien parce que la girafe, c'est le mammifère terrestre qui a le plus grand cœur pour alimenter un cerveau qui peut voir loin à la ronde. Eh bien, j'ai trouvé cette formule de prise de hauteur et de sensibilité tout à fait forte. Et depuis lors, la girafe est l'animal que je préfère. Je me suis souvent demandé, mesdames et messieurs, ce que pouvait être le destin d'un conservateur de muséum. Ici, en particulier, avec un atelier de taxidermie, n'y aurait-il pas un chemin naturel à finir dans l'une des collections? Eh bien, mesdames et messieurs, cher Maggioni, ce sera chose faite dès ce soir. On peut enrichir le muséum d'une nouvelle collection.
Nous allons faire connaissance dès à présent avec le digne et très compétent successeur de Christophe Dufour, monsieur Ludovic Maggioni, qui a été directement impliqué dans cette exposition. Quoi de mieux d'ailleurs que de sentir à l'œuvre la patte experte de Christophe Dufour. Cette exposition, Manger en résumé, s'inscrit d'ailleurs directement dans un prélude fort appétissant, puisque l'année prochaine, dans le programme de valorisation de la gastronomie et du bien manger, Neuchâtel a obtenu ce label suisse qui fait que nous serons ici en ville de Neuchâtel en 2017 la ville suisse du goût. Alors nous on rajoute tout de suite la ville même du bon goût. Dufour Maggioni, l'axe du bon goût est posé à Neuchâtel. Mais que savons-nous, mesdames et messieurs, de Christophe Dufour, vraiment? Il est temps, je crois, de lever le voile et de vous révéler la vraie nature de cet homme. Il s'est en effet trahi avec cette dernière exposition dont le titre « Manger ou la mécanique du ventre » nous révèle son addiction à l'un des péchés capitaux pour l'Église catholique, la gourmandise. Et oui, le directeur du muséum s'intéresse à d'autres glaces que celles qui conservent les mammouths. Pour autant, si l'on retrouve sa trace du canton de Genève à celui de Chafouz, de la Sierra Nevada à la Corse, c'est en raison d'une autre passion, celle-là bien connue de ses pairs, la collecte des tibules. Il a même découvert des nouvelles espèces de ces diptères, ou cousins qui, eux, ne piquent pas, ce qui lui a valu l'honneur de leur donner un nom. Il se murmure par ailleurs que sa retraite pourrait bien être l'occasion de rédiger un atlas sur les tibules de Suisse. Mais n'allez pas croire que ses voyages ne sont que tournés vers la science, c'est bien sa curiosité, son intérêt pour les autres et son appétit de découverte qui l'ont amené en Nouvelle-Zélande, au Québec ou au Pérou par exemple. Il me semble percevoir néanmoins une certaine déception dans l'assistance. Certains s'attendaient sans doute à ce que je révèle des choses plus croustillantes. Eh bien soit, mesdames et messieurs, voici le moment de révéler ce que peu de personnes savent. Christophe Dufour, tenez-vous bien, est vaudois. Eh oui, il a beau nager régulièrement dans notre lac, il appartient bien à cette race que Gilles décrivait comme un mélange d'épicuriens, de mérovingiens, de latins. Et que, poursuivait-il, le bon Dieu a créé en prenant à tâtons dans son armoire immense les gènes, les essences, l'argile et le plancton, le sel fin pour la malice, de la graine de fleurs des champs, bleu évidemment pour les jolis sentiments, et des herbes de Provence. C'est ce bouquet de culture et de fraternité humaine, tout simplement, cher Christophe, que nous avons plaisir à t'offrir pour parcourir le chemin d'une retraite heureuse. Merci, mille merci à Christophe Dufour. Bonsoir à tous et bienvenue au muséum. Merci beaucoup pour ce très beau discours qui du coup met bien la pression pour la suite. Mais en tous les cas, merci aussi Thomas et à la ville de Neuchâtel pour la confiance qui m'a été donnée pour diriger. Bon, ça y est, je commence avec des lapsus, ça va très très mal se passer. Pour diriger cette institution. Merci aussi beaucoup à toute l'équipe du muséum, sans qui tout ça n'aurait pas lieu. Merci pour leur accueil, qui a vraiment été très très bien. Je tiens vraiment à les remercier pour ça. Merci aussi à Christophe pour ton accueil, pour cette intégration dans la ville de Neuchâtel, qui est un lieu qui est tout à fait plaisant, en tous les cas, ce que je découvre aujourd'hui. Et puis, merci à vous tous aussi d'être présents ce soir.
Parce qu'effectivement, un muséum sans public, ça n'a pas grand intérêt. Et je suis vraiment très heureux de découvrir qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse aux questions de nature et d'environnement. Peut-être juste en quelques mots, je ne vais pas être très long, parce qu'on va surtout parler de l'expo, rappeler la notoriété effectivement de ce lieu au-delà de la frontière de Neuchâtel, ce dont on ne se rend pas toujours compte. Pensez vraiment que ce muséum est un lieu connu, reconnu à l'international, dont tout le monde a envie de connaître les travaux qui sont menés ici. C'est vraiment un laboratoire d'innovation muséographique très très important et je tiens encore à saluer Christophe pour ce travail qui a été mené de manière très originale avec beaucoup de créativité ici. Peut-être juste quelques mots sur moi quand même parce que du coup on ne se connaît pas du tout. Donc Ludovic Magioni, moi je viens de Grenoble, j'ai fait des études de biologie, population, écosystème, je pense que ça parle à quelques personnes qui sont ici dans la salle. Ensuite j'ai travaillé 10 ans dans un muséum d'histoire naturelle à Grenoble et puis à la Casemate qui est un centre de sciences qui est l'équivalent, m'a-t-on dit, peut-être du musée de la main qui est à Lausanne. J'ai dirigé les expositions dans ces lieux et en fait moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment penser la science comme une culture et j'arrive sur un terrain qui est déjà conquis sur ce domaine, donc j'ai pas trop peur parce que tu as déjà bien défriché le domaine. En tous les cas, peut-être juste repréciser quelques enjeux aujourd'hui qui sont importants, que vous connaissez tous. On parle du changement climatique, la COP22 vient de se terminer. On parle aussi d'anthropocène, vous êtes peut-être allé dans la salle de géologie, c'est un concept qu'on est en train de développer. C'est toutes ces questions des relations que l'homme entretient avec la nature, toutes ces tensions qui peuvent exister aussi. Et j'ai envie qu'ensemble, on réfléchisse à ça. Et voilà, tout ça pour vous dire que le programme en fait, du muséum des années à venir, il est loin d'être construit. Et c'est clairement pas quelque chose que je vais construire tout seul. C'est quelque chose qui sera construit avec l'équipe, mais avec vous tous, en tant qu'acteurs institutionnels, en tant que visiteurs, et qu'ensemble, on invente la programmation de ce lieu, et que ce lieu ait un sens pour que tout un chacun puisse prendre des décisions éclairées par rapport à toutes ces questions qui deviennent aujourd'hui cruciales. Et le muséum et les muséums du XXIe siècle ont un rôle très très important à jouer dans ce domaine-là. Une dernière chose, les jeunes et la génération Y, là, dont on parle très souvent, qui auront aussi un rôle très important à jouer dans ce lieu, parce que c'est vous, en fait, qui êtes la génération de demain, et c'est vous qui allez devoir prendre toutes ces décisions. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir et à discuter avec nous. Et puis, une dernière chose, prenez du plaisir, et je pense que ça c'est très important, prenez du plaisir dans cette exposition, et je pense qu'elle a été grandement réalisée par Christophe et par l'équipe du muséum, et vous allez très certainement en avoir. Donc au plaisir de discuter avec vous après, de vous rencontrer, et d'inventer et de nous amuser ensemble. Merci beaucoup. Christophe Dufour, directeur du muséum. Bien, mesdames, messieurs, très chers amis, en effet, comment les girafes font-elles pour boire avec leurs pattes avant écartées et leur long cou tendu vers le bas? Comment l'eau peut-elle remonter dans leur œsophage? Et c'est bien à cette question posée par ma femme que nous avons réfléchi et ce qui nous a conduit vers le thème de cette nouvelle exposition dédiée à l'alimentation et à la digestion. Le parcours est très facile à suivre, de la bouche à l'anus, chez l'homme, mais aussi chez les animaux. Manger, ce n'est pas anodin du tout. Je me souviendrai toujours de l'affirmation de Willy Mathey, mon professeur d'écologie à l'université de Neuchâtel. Pour lui, la clé pour comprendre un animal réside dans son régime alimentaire. Et j'ajoute que cela vaut aussi pour l'espèce humaine. Le système digestif est une merveille. Il faut lui rendre honneur, même si une bonne éducation le préfère muet et discret. À mon arrivée au muséum en 1981, Jean Cavadini, alors conseiller communal, m'avait décrit le Neuchâtelois comme austère et pédagogue. Bon, il fallait expliquer parce que je venais du canton de Vaud, on vous l'a dit.
Et pour l'austérité, bon, on va voir, on verra, mais permettez-moi une minute de pédagogie en l'honneur de votre système digestif. Alors, ça va être un peu technique, hein, vous m'excusez. L'endoderme, c'est le précurseur du tube digestif et c'est l'un des 3 feuillets embryonnaires. Il se forme quand l'embryon est âgé de tout juste 15 jours. C'est le stade de la gastrulation, un autre mot difficile qui vous fait penser quand même à gastrique. C'est donc le moment où l'embryon passe de la forme d'un minuscule ballon à celle d'un donut, ce qui nous rapproche de la nourriture. Un donut, vous savez bien, c'est une sorte de ballon creusé d'un tunnel, en l'occurrence le futur tube digestif. Et oui, nous qui aimons tant boire et manger, nous sommes tous passés par ce stade, nous sommes tous des sortes de donuts. Dans un embryon de 15 jours, on distingue déjà l'ectoderme, qui protégera ce petit germe de vie de l'environnement extérieur. Et l'ectoderme donnera l'épiderme, c'est-à-dire la couche la plus superficielle de la peau, les cheveux, les ongles, l'émail des dents par exemple, mais aussi, et c'est moins connu, le système nerveux et le cerveau. Pour faire court, l'ectoderme, c'est un feuillet embryonnaire qui en jette une lignée de cellules glamour et un télo. Ensuite, le mésoderme. Je continue dans la technique. Le mésoderme, il est situé plus en profondeur. Il est à l'origine du squelette, des muscles, du cœur, du système circulatoire. Il produira les infrastructures et les autres équipements du corps. On pourrait l'appeler le feuillet sportif, le feuillet de la gonflette ou du bodybuilding. Et reste l'endoderme, celui que je chéris particulièrement, qui est à l'origine du tube digestif et des poumons, d'où les accidents de déglutition que vous connaissez probablement bien. L'endoderme contrôle le passage des nutriments vers l'intérieur du corps. Il abrite aussi un véritable jardin zoologique intérieur, peuplé de micro-organismes et occasionnellement de splendides vers parasites. Je citerai le majestueux Botryocéphale, une fierté neuchâteloise, car le cycle de ce parasite y a été élucidé en 1932. Par bonheur, les médecins de Neuchâtel en découvrent chaque année quelques spécimens chez des patients hospitaliers. J'ai bien dit hospitaliers et non hospitalisés. Et ces patients sont des gens qui affectionnent les poissons mal cuits, tels la lotte, la perche ou le brochet. Donc vous voyez, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire pour protéger une espèce animale. Faire connaître le tube digestif et ses mystères n'est pas une mince affaire. Pour chanter la gloire des tripes et des boyaux, il a fallu inventer et innover. Il a fallu explorer une nouvelle forme de muséographie scientifique. Celle qui vous est proposée aujourd'hui intègre pour la première fois la musique et la chanson. L'exposition « Manger, la mécanique du ventre » est aux expositions de sciences, ce que les films d'Alain Resnais sont au cinéma. Rappelez-vous, on connaît la chanson. Cette expérience inédite est le fruit d'une collaboration entre le muséum et les talentueux petits chanteurs à la gueule de bois, et avec des clips réalisés par l'équipe de Rec Productions à Neuchâtel. Mon souhait le plus cher serait de vous entendre dorénavant fredonner les chansons des petits chanteurs à la gueule de bois dans les rues de la ville ou sous la douche. Au moment de quitter la direction du muséum, j'aimerais dire le plaisir que j'ai à partager la direction jusqu'à la fin de l'année avec Ludovic Magioni, chez qui je sens de grandes qualités humaines et une vive intelligence, ce qui augure bien pour un avenir créatif au muséum. J'aimerais surtout dire à toute l'équipe le bonheur que j'ai eu à travailler avec autant de personnes de qualité, à les côtoyer tous les jours, à tisser des liens professionnels, mais aussi d'estime, d'amitié très forts. L'équipe du muséum s'est beaucoup renouvelée récemment, amenant une nouvelle vitalité. La continuité est assurée par la présence d'Anne Ramseyer, qui a créé sa première scénographie ici, en 1988, pour l'exposition Papillon. Certains étaient peut-être déjà nés à cette époque. Son talent n'a cessé de s'affiner, mais il n'est pas facile de féliciter Anne sans la contrarier, car elle et elle seule pensera toujours qu'elle aurait pu faire encore mieux. Le renouveau est assuré aussi par l'arrivée de nouvelles personnes, comme Jessica Littman, notre conservatrice des collections d'insectes.
Jessica a tenu le rôle de coordination dans la présente exposition, un rôle tenu avec rigueur intellectuelle et affabilité, un cocktail parfait pour arriver au jour de l'inauguration avec une équipe souriante et apparemment détendue. Vous l'aurez compris, cela fut un privilège pour moi de travailler au Muséum de Neuchâtel avec des autorités politiques faisant preuve d'ouverture et pour un public qui nous a manifesté un intérêt et un soutien constant. Un privilège aussi de conserver des collections d'animaux vieux de plus de 2 siècles qui, malgré quelques problèmes de conservation, ont finalement moins pâli que moi durant les 36 dernières années. Merci. Jessica Littmann, responsable du projet d'exposition. Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. À première vue, l'exposition Manger la mécanique du ventre est une exposition qui parle du tube digestif d'un bout à l'autre et de tous les processus qui se passent entre les deux. Mais c'est aussi une exposition qui encourage une réflexion plus philosophique sur le cycle éternel qui consiste à manger et à être mangé, sur les aspects sociaux et culturels autour du manger, sur le contraste entre l'aspect convivial de partager un repas et la violence qui sous-tend parfois l'acte de manger. C'est aussi une exposition sur la famine, la torpeur et la cryptobiose, et sur l'impact de nos habitudes alimentaires sur l'environnement. Finalement, c'est une exposition qui présente un striptease pédagogique qui expose des crottes comme des bijoux qu'elles sentent parfois, qui propose raw épais comme les notes d'une composition musicale et qui présente une foule de bactéries intestinales animées qui exigent leur droit de fleurir. Alors, en étant toutes ces choses, cette expo, je peux le dire sans risque de me tromper, nous l'avons rêvée très large. Et afin de porter une exposition de cette ampleur, nous avons bénéficié de l'expertise et du soutien de beaucoup de personnes. Pour ce discours, j'étais censée rester brève, mais je vais prendre tout de même un moment pour remercier tous mes collaborateurs et mes collaboratrices qui ont donné le meilleur du fond de leurs entrailles. Anne Ramsayer, la scénographe du muséum, qui a une fois de plus donné un caractère extraordinaire et unique à chaque salle de l'exposition. À Yannick Soler, chef de l'équipe technique, qui a superbement géré le montage de l'exposition et dont l'expertise technique se voit dans chaque salle de l'expo. Aux conservatrices et aux conservateurs du muséum, Célia Bueno, Pauline de Montmoulin, Thierry Malvesi et à Christophe Dufort, qui ont tous contribué énormément à la conception de l'exposition, la rédaction des textes et la préparation des salles. Et un deuxième merci à Pauline de Montmoulin pour la production des documents de presse. À Merlin Claude, à Patrick Jacot, Ikaël Lam, Martine Zimmerli et Stelio Louis, qui ont tous été indispensables pour le montage de l'exposition. Et un deuxième merci à Martin Zimmerli, qui a travaillé sans relâche pour la préparation des objets pour l'exposition. À Déborah Salvi, Marco Girard et Steve Haller pour d'innombrables tâches d'organisation et du secrétariat. Et pour la conception, la réalisation et la scénographie de cette expo, notre équipe permanente a été spectaculairement complémentée par les personnes suivantes. Nathalie Lemonis, qui a contribué énormément à la conception de l'exposition. Lucie Billingmeyer, qui a sacrifié des centaines d'heures son Haribo pour nous préparer un film magique sur la digestion chimique. Grégoire Pasquier, qui est devenu notre expert sur le microbiote intestinal. Gilles Oliveira, qui nous a préparé des très beaux textes et qui m'a trouvé en ornithorynque.
Léa Delers, qui a confirmé l'hypothèse d'Einstein la plus improbable, qui dit qu'il est tout à fait possible d'être en plusieurs endroits en même temps, et qui a donné un joli coup de magie à la conception, la réalisation et la scénographie de l'expo. À Kevin Cantoni, si vous voyez un beau schéma ou une super illustration dans l'expo, ou si vous êtes pris par le désir de manger un ours polaire, c'est probablement Kevin qui en est responsable. À Anaïs Bloch, qui a rendu une salle pleine de crottes ordinaires en une bijouterie. Richard Emmanuel Estes, qui avec Léa Delers a préparé la magnifique salle sur les futurs de l'alimentation. Émilie Byzanti, qui a participé à la préparation des documents de presse. À Loïc Bovard, Loïc Brun, Lara Grand-Chirard, Francesco Laspada, Célestine Leuenberger, Karine Naer et Karine Vincent, qui ont tous contribué à la recherche documentaire et appuyé à la conception de l'expo. Nicolas Willem, Gaël Rovero et Sacha Dubois, qui ont fourni une prestation formidable pendant le montage de l'expo. Aline Gerlach, Yannick Chotin, Nicolas Willem, Philippe Calin, Maria Nicolier et Sandra Roth, qui ont créé des super films pour l'expo. Blue Yeti, qui a développé les modules interactifs dans la salle des futurs. Et Philippe Villemet, qui est notre douanier préféré. Et finalement, un très vif remerciement aux menuisiers de la ville de Neuchâtel, Philippe Joly, Daniel Crémion et Dimitri Gerber, qui en très peu de temps ont effectué un travail énorme pour le montage de cette exposition. Pendant l'expo, l'accueil des visiteurs sera assuré par nos réceptionnistes, Corinne Alain-Foncini, Bernard Claude, Nympha Foresti, Elma Golzi, Gigi Longo, Marion Poletta et Michela Varini. Les groupes seront guidés par Mireille Pité de l'atelier des musées, sous la direction de Marianne de Régnier. À tous, un immense merci pour votre participation, votre courage et votre bonne humeur. Je vous remercie pour votre présence ce soir. Je vous souhaite une belle soirée, une belle visite. Je donne la parole à Marianne de Régnier. Pierre Galland, président de l'AMUSE. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. L'AMUSE, l'association des amis du muséum, j'ai envie de la rebaptiser ce soir en vous entendant le Christophe Fans Club. Vous avez manifesté votre immense soutien, admiration et remerciement à Christophe et à mon tour de vous en remercier. L'AMUSE, c'est l'une de ses créations. Ce sont plus de 600 membres qui soutiennent les activités du musée. En biologie, on classe les interactions entre organismes et on leur donne des noms. Et je crois que nous pouvons sans hésiter parler ici de mutualisme, c'est-à-dire plus, ou une situation win-win, comme on l'appelle maintenant, où chacun des partenaires en retire un bénéfice sans en souffrir. Pour le muséum, l'AMUSE, c'est un soutien citoyen, local et régional, quand des décisions d'ordre politique, par exemple, ont à être prises, et je pense que le responsable de la culture auprès des autorités communales apprécie ce soutien quand il doit s'engager en faveur du musée. Et puis, de notre côté, les membres de l'AMUSE bénéficient de l'entrée gratuite au muséum pour toute l'année. C'est une activité essentielle pour les grands-parents et un bonus quand ils ont un après-midi de pluie à occuper. Et aussi, vous pouvez avoir accès à un prix absolument imbattable à la carte d'entrée de tous les musées du canton, également valable pour une année. Mais il y a aussi des excursions, des événements. Vous êtes invités à des événements comme celui de ce soir, à des conférences. Je vous propose de visiter le stand de l'AMUSE qui est ici à ma gauche. Une partie d'entre vous peuvent le voir, les autres pourront passer. Vous aurez l'occasion de remplir un bulletin d'adhésion si vous n'êtes pas déjà membre, de vous familiariser avec les activités. Plusieurs membres du comité seront là. Christophe m'avait donné 1 minute, je suis un tout petit peu dépassé, mais je vais encore prendre 36 secondes. C'est 1 seconde par année qu'il a passé ici à la tête du muséum pour lui dire, en votre nom à tous, membres, futurs membres ou amis de l'AMUSE, pour son immense travail, lui et son épouse Joanne, qui a été aussi, j'ai entendu dire, à l'origine de cette idée d'une association de soutien au musée. Merci Christophe,
et bonne suite d'événements à vous tous. Pour les animations à venir, à savoir contes, films de la lanterne magique, soirées, ciné-repas, conférences, ateliers, ateliers cuisine ou encore visites guidées, vous trouverez toutes ces informations sur ce flyer que vous trouvez à la réception du musée, sur le site internet du muséum ou sur celui de l'atelier des musées. Et pour tout de suite, en plus de l'apéritif offert par la ville de Neuchâtel, rendez-vous à la sortie de l'exposition pour des expériences alimentaires inédites. Bonne soirée et bon vernissage en compagnie, encore une fois, des petits chanteurs à la gueule de bois. Bonsoir tout le monde. On va encore vous retenir quelques minutes avant l'apéro. Et puis, au nom des petits chanteurs, j'aimerais quand même remercier toute l'équipe du musée parce que ouais, c'était une sacrée belle aventure qu'on a fait là depuis quasi une année avec eux. Puis les premières rencontres et tout ça. Donc vraiment merci à toute l'équipe. C'était super. Et puis à titre personnel, j'aimerais remercier Christophe Dufour qui s'avère être mon parrain. Et j'ai des souvenirs dans ce musée, notamment avec sa fille qui est là-haut, où à 2-3 ans, on galopait là-bas, on jouait à cache-cache, puis on se faisait engueuler. Donc c'est une longue histoire avec le musée, et je lui souhaite une bonne retraite, voilà. Et maintenant, place à la musique. Je n'ai jamais aimé les chiens avec leur gueule remplie de dents, qui trop souvent aboient pour rien les étrangers, les pauvres gens. Ils lèchent la main des plus puissants, se roulent par terre comme des esclaves, mais s'en iront morts jusqu'au sang, les faibles que la peur entrave. Ils ne mangent pas pour le plaisir, ni même seulement par appétit, car ils bouffent à s'en faire vomir, et puis ils ravalent leur vomi. Si je devais dès aujourd'hui choisir parmi les animaux une bête qui me tienne compagnie, je choisirais sans trop de mal. Je choisirais un bouténia, magnifique ver solitaire, qui lorsqu'on est dans le caca, c'est toujours resté solidaire. J'aimais bien caresser les chats, mais après m'avoir bien déçu, il ne me reste pour ces bêtes-là que du mépris et rien de plus. Ils ne réservent leur ronron qu'à la seule main qui les nourrit. Tout le reste n'est que patapon, car ils se foutent bien d'autrui. Derrière leurs pattes de velours se cachent mieux leurs griffes acérées que leur goût pour les petits fours qui trahira leurs grandes idées. Si je devais dès aujourd'hui choisir parmi les animaux une bête qui me tienne compagnie, je choisirais sans trop de mal. Je choisirais un bouténia, magnifique ver solitaire, qui lorsqu'on est dans le caca, c'est toujours resté solidaire. Je n'ai pas d'amour pour les chevaux qui s'abaissent à se laisser faire quand on leur monte sur le dos et qu'on leur fait porter des fers. Et puis que dire des moutons qui suivent bien sagement le mouvement, plutôt se taire qu'oser dire non, surtout ne pas sortir du rang. Ils acceptent la loi du loup naturellement sans rechigner. Ils pensent à tort, les pauvres fous, que seuls les autres se font bouffer. Si je devais dès aujourd'hui choisir parmi les animaux
Une bête qui me tienne compagnie, je choisirai sans trop de mal. Je choisirais un bouténia, un magnifique ver solitaire qui, lorsqu'on est dans le caca, sait toujours rester solidaire. Pour une morale à cette chanson, je vous laisse le soin d'y songer, car si je n'aime pas les moutons, je déteste aussi les bergers. Merci beaucoup. Donc on vous interprète quelques chansons sur le thème, sur un thème assez lié à ce qui se passe dans cette exposition. Et nous allons profiter un peu maintenant de votre salive et on va vous faire chanter avec nous. Ça va être assez simple, c'est une chanson gourmande en questions-réponses et je vais m'occuper des questions et vous allez chanter les réponses avec mes deux collègues ici présents. On le fait une fois les trois pour vous montrer et après on le fera tous ensemble. Par une très belle journée d'été. Par une très belle journée d'été. Ça va aller, c'est assez simple. Ça devrait. Essayons ensemble. Par une très belle journée d'été. Par une très belle journée d'été. Pas mal, encore un peu timide. Et maintenant, on le fait vraiment. Par une très belle journée d'été. Par une très belle journée d'été. En amoureux, nous sommes allés dans la forêt pour pique-niquer. Dans la forêt pour pique-niquer. Vu que les arbres nous protégeaient. Vu que les arbres nous protégeaient. L'endroit était plus que parfait, on ne craignait pas les indiscrets. On ne craignait pas les indiscrets. Le temps était superbe pour un déjeuner sur l'air, pour un déjeuner sur l'air, pour un déjeuner sur l'herbe. Elle s'est assise dans la rosée. Elle s'est assise dans la rosée. Et sur sa jupe relevée, un trèfle à quatre s'est révélé. Un trèfle à quatre s'est révélé. J'ai caressé ce porte-bonheur. J'ai caressé ce porte-bonheur. Grand méchant loup ne lui faisait pas peur, pas plus que le petit pot de beurre. Pas plus que le petit pot de beurre. Le temps était superbe pour un déjeuner sur l'air, pour un déjeuner sur l'air, pour un déjeuner sur l'herbe. Le corps souvent est plein d'envie. Le corps souvent est plein d'envie. Lorsque le ventre doit être rempli, on ne pense qu'à son appétit. On ne pense qu'à son appétit. Comme je touillais la vinaigrette. Comme je touillais la vinaigrette. Elle s'enfila d'une seule traite 2 décimètres d'andouillette. 2 décimètres d'andouillette. Le temps était superbe pour un déjeuner sur l'air, pour un déjeuner sur l'air, pour un déjeuner sur l'herbe. Et sans ménager nos efforts. Et sans ménager nos efforts. Pendant des heures dans ce décor, on a frôlé la petite mort. On a frôlé la petite mort. La couche d'ozone est une passoire. La couche d'ozone est une passoire. Et le soleil de son gros dard nous a grillé les génitoires. Nous a grillé les génitoires. Le temps était superbe pour un déjeuner sur l'air, pour un déjeuner sur l'air, pour un déjeuner sur l'herbe. La saison ne fait rien à l'affaire. La saison ne fait rien à la faire. Alors l'été tout comme l'hiver, si vous sortez, sortez couvert. Si vous sortez, sortez couvert. Merci. Merci beaucoup. Merci.
C'était une chanson tirée de notre répertoire pour adultes. On a un spectacle exclusivement pour adultes qu'on va jouer le 8 décembre au Théâtre du Pommier. Il reste quelques places, mais elles vont être chères. Donc précipitez-vous pour réserver, ça nous fera très plaisir. Et puis, donc avec les petits chanteurs, on a un répertoire pour adultes, un spectacle pour adultes qui s'appelle La Gâchette, mais on en a aussi un pour toute la famille et les enfants. Et maintenant, on va faire un dernier petit morceau tiré de ce répertoire-là, aussi un peu en rapport avec cette exposition. Quand grand-papa pète, cela fait tout trembler. Quand grand-papa pète, cela fait tout trembler. Puis c'est la tempête, le tonnerre est lâché. Puis c'est la tempête, le tonnerre est lâché. C'est du vieux trompette du temps des cavaliers. Et maman rouspète car ça fait mal aimer. Et moi, ça me fait rigoler. Et moi, ça me fait rigoler. Quand grand-maman pète, cela fait tout trembler. Quand grand-maman pète, cela fait tout trembler. De sa chemisette jusqu'à son tablier. De sa chemisette jusqu'à son tablier. Comme des castagnettes, claque ses fesses ridées. Et maman rouspète car ça fait mal élevé. Et moi, ça me fait rigoler. Et moi, ça me fait rigoler. Quand mon papa pète, cela fait tout trembler. Quand mon papa pète, cela fait tout trembler. Et les jours de fête, on s'entend plus causer. Et les jours de fête, on s'entend plus causer. Queen la clarinette, puis passent les bombardiers. Et maman rouspète car ça fait mal élevé. Et moi, ça me fait rigoler. Et moi, ça me fait rigoler. Quand c'est moi qui pète, cela fait tout trembler. Quand c'est moi qui pète, cela fait tout trembler. Et voyez l'athlète, une jambe un peu levée. Et voyez l'athlète, une jambe un peu levée. Dans ma salopette, on entend le train siffler. Et maman rouspète car ça fait mal élevé. Et moi, ça me fait rigoler. 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 Quand ma maman pète, cela ne fait rien trembler. Une maman qui pète, ça ne peut pas exister. Ouais. Elles sont trop coquettes pour oser en lâcher. Et c'est en cachette qu'elles font tout trembler. Et moi, ça me fait rigoler. Et moi, ça me fait rigoler. Et moi, ça me fait rigoler. Car moi, je trouve pas ça beaucoup mieux élevé. Allez! Merci beaucoup. Et bonne visite! Bonne visite et bonne soirée. Bye bye.